Mali CEDEAO, le Togo réussira-t-il sa médiation? Notre invité est le journaliste togolais Luc Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Michel. Ça bonjour. fait plaisir de vous revoir. C'est un plaisir partagé. Bonjour à tous ceux qui nous font ce plaisir de nous suivre. Allez, sa position était déjà mitigée dès les premières heures de cette crise au Mali, où la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envisageait des sanctions contre son pays. Après qu'il eut reçu dans Lomé, j'allais dire, tour à tour Bandao, l'ancien officier désigné, puis Assimi Goïta, à l'époque vice-président de cette transition. Le président du Togo s'est toujours montré assez proche des officiers maliens, même à la suite du deuxième coup d'État survenu le 24 mai 2021. La dernière rencontre, Luc Abaki, c'est le voyage à Lomé du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. La question, elle est toute posée. Le Togo réussira-t-il sa médiation? Alors, le Togo réussira-t-il sa médiation? On ne peut pas, sur la base des a priori, tirer une conclusion s'il réussira ou non. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut faire la part des choses et constater qu'en fait, qu'il y a quand même des atouts. Les atouts, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le Togo, ayant eu à prendre des positions en faveur du Mali, s'étant montré suffisamment proche donc, du régime actuel malien, bénéficie de la confiance des autorités maliennes. Ça, c'est déjà un atout majeur parce que vous ne pouvez pas vous engager dans une médiation entre deux parties si vous n'avez pas un minimum du capital confiance. Donc, dès l'instant où le régime malien a investi sa confiance en le président togolais, cela veut dire qu'il dispose donc de cette présomption positive qu'on a mis en lui et donc il peut se dire qu'il est dans les dispositions optimales nécessaires pour pouvoir parler au nom justement des dirigeants maliens. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième, c'est que Faure Gnassingbé fait quand même office de doyen des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que de tous ceux qui sont dirigeants de cet espace, il a la plus longue expérience possible dans la gouvernance d'un État. Et puis, l'autre atout, c'est que j'allais dire que en fait le Togo a une tradition de médiation. Même du temps des Yadema, on sait que le plus souvent il y a cette conception selon laquelle le président prenait toujours son bâton de pèlerin pour intervenir dans les crises aussi bien dans la sous-région qu'en Afrique dans son ensemble. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il a hérité quand même d'un certain nombre de dispositions, en tout cas d'une habitude, donc qu'il souhaite pérenniser, bien entendu. Mais au-delà de ces atouts, il y a aussi quand même des nœuds qu'on se demande s'il serait en mesure justement de dénouer. Parce qu'en réalité, la crise malienne a, si vous voulez, des causes. Et ces causes-là, vous savez, elles sont liées à la malgouvernance et à un certain nombre, à la corruption, en tout cas un certain nombre de fléaux qui ont justifié le coup d'État et qui expliquent qu'aujourd'hui, les dirigeants maliens sont dans la perspective d'assainir leur gouvernance d'État et de faire en sorte que le pays puisse avoir des éléments fondamentaux qui peuvent favoriser le vivre ensemble. Or, en réalité, le Togo n'est pas exempt de ces faiblesses dont nous parlons là, c'est-à-dire les problèmes de malgouvernance, etc., etc. Est-ce que, à partir de ce moment-là, le président de la République togolaise a toute la crédibilité nécessaire pour se faire entendre des autres pays de la sous-région qui peuvent vous dire, ben, écoutez, vous n'avez pas de leçons à nous dire, par exemple, à nous donner, par exemple. Au-delà de ça, en matière de gouvernance, le Togo n'est donc pas un exemple. Est-ce que nous sommes exempts de ces problèmes-là? Il suffit de voir les indicateurs au plan international, hein, les classements qui sont là, notamment en ce qui concerne la corruption, etc., etc. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un problème majeur, puisque ici nous sommes en train de parler d'un problème politique, mais nous parlons des racines de la crise malienne. Ouais. Et puis aujourd'hui, le Mali n'est pas opposé seulement, ou du moins le différend n'oppose pas que le Mali et la CEDEAO. Le différend oppose aussi bien le Mali que
notamment l'ancienne métropole, qui est la France. Maintenant, si le président du Togo parvient peut-être à convaincre certains chefs d'État de la sous-région, est-ce qu'il aura l'étoffe nécessaire pour convaincre aussi Paris, de qui le plus souvent les décisions viennent et qui ne sont que validées, si vous voulez, par la CEDEAO? Parce qu'en fait, vous avez toujours vu, on l'a toujours décrit ici, qu'à plusieurs reprises, c'est toujours le Mali, la France qui donne le ton. Et ensuite, la CEDEAO valide les sanctions et tout. Donc ça veut dire qu'en réalité, le problème malien transcende les dimensions de la CEDEAO pour inclure fondamentalement la France, qui est très outrée, très braquée, très révoltée contre les dirigeants maliens du fait d'un certain nombre de faits qui expliquent qu'aujourd'hui même le Mali est allé jusqu'à dénoncer les accords militaires qui existent donc entre cette métropole d'hier et ce pays. Donc ça veut dire que le problème il est très sérieux, mais attendons de voir l'approche que le président du Togo va engager pour pouvoir éventuellement démolir ce bras de fer qui oppose aussi bien le Mali à la CEDEAO qu'à la France et même à l'ensemble. Tout à l'heure, vous avez parlé de nœuds, j'allais parler un peu d'obstacles. On a vu le périple du président togolais en Côte d'Ivoire face à la position, si on peut le dire, des présidents ivoiriens et ghanéens. Est-ce que vous pensez que ce périple a pu apporter quelque chose? C'est toute la question, parce qu'en fait, c'est vrai, il est allé exposer sa vision des choses, l'approche qu'il souhaite que la CEDEAO puisse adopter dans ce dossier malien, parce qu'il considère qu'en fait, que c'est un problème qui concerne toute la sous-région et qui, en principe, est éphémère, passager, alors que la vie même des nations doit être préservée, parce que c'est elle qui fait partie de l'éternité, si vous voulez. Donc, il y a eu une conférence de presse à la suite donc de cette rencontre où les deux positions ont été exprimées. Vous savez, dans le langage politique, on soigne toujours les apparences et on donne le sentiment d'être disposé à écouter au moins. Mais, comme je l'ai dit, tout le monde sait que le président Ouattara est celui-là qui s'est pratiquement approprié le problème malien et qui est la vraie caisse de résonance, si vous voulez, de la France. Voyez-vous? Donc, est-ce que lui, il est prêt à ramollir sa position et à faire en sorte, à convaincre les autres? Parce qu'en fait, le président de la CEDEAO, le président en exercice actuel de la CEDEAO, qui est le Ghanéen, ne fait que valider, si vous voulez, des positions qui sont actées ailleurs. On peut se réjouir du fait que un pays comme le Mali, le Nigeria, qui est un géant de notre sous-région, ait quand même une position un peu trop aussi mitigée. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi engagé dans cette crise-là parce qu'il considère, si vous voulez, que écoutez, c'est un pays francophone et puis s'il y a des contingences extérieures qui participent à cela, il ne va pas s'opposer frontalement, mais il ne va pas non plus contribuer. C'est pour ça que d'ailleurs, à plusieurs sommets, le président lui-même, Mamadou Bouhari ne va pas, il envoie son vice-président, etc., etc. Mais l'autre difficulté à laquelle le président togolais peut être confronté, c'est que la CEDEAO a choisi un médiateur. Et donc, le président, l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, n'a pas été déchu de ses fonctions. Donc, ça veut dire qu'il y a un doublon en matière de médiation. Mais dans tous les cas, ce qui va compter, en fait, c'est le résultat auquel il va parvenir. Et puis, on attendra de voir quelle est la procédure qu'il va donc mettre en place pour pouvoir justement atteindre l'ambition qu'on lui a assignée. Courant avril, on a vu le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet, qui dit publiquement que nous avons privilégié la voie du dialogue. Est-ce que c'est la diplomatie togolaise déjà qui était au front? Oui, elle a toujours été. C'est pour ça que je disais que dès le départ, la position du Togo était un peu mitigée. C'est-à-dire que à la place des sanctions, en tout cas des positions tranchées, le Togo a décidé, bien entendu, de faire preuve d'ouverture. Et vous avez vu que à plusieurs reprises, le chef de la diplomatie togolaise a fait le tour au Mali, et puis il a pris le risque de dire ouvertement dans un magazine à l'international que, en fait, la position du Togo, c'est le dialogue, c'est la levée des sanctions, etc., etc. Ça veut dire que c'est une position qui était très claire et qui a justement permis aujourd'hui aux autorités maliennes d'instituer
Faure Gnassingbé comme leur médiateur parce qu'il a donné le sentiment qu'ils pouvaient mériter leur foi. Voyez-vous? Donc, à partir de cette position-là, nous savons tous que au sein de la CEDEAO, même s'il y a des chefs d'État qui auraient souhaité adopter la même position, ils n'ont pas le cran, le courage et l'audace nécessaires pour s'opposer aux positions de Paris. C'est pour cela que nous considérons qu'en fait, cette médiation ne va pas... C'est vrai qu'il a été demandé d'intercéder pour le Mali auprès des chefs d'État de la sous-région. Mais en fait, le problème malien dépasse, comme je l'ai dit, les dimensions de la sous-région. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, s'il réussit à baliser la voie auprès de ses pairs ici, pour que ceux-ci puissent parler d'une seule voix, allant dans le sens donc de la levée des sanctions et d'un compromis sur la durée de la transition, en tout cas, ce qui doit être fait pour baliser la voie à une organisation saine des élections au Mali, il va falloir de commun accord faire la démarche vers Paris pour que voilà, la France puisse elle aussi reconsidérer sa position d'affrontement avec les autorités maliennes. Donc c'est vrai que l'environnement n'est pas aussi évident que cela parce que les dirigeants maliens ont carrément signé l'hypothèque de la vassalité vis-à-vis de la France, alors que la plupart des pays de l'espace francophone ouest africain sont encore dans cette docilité-là vis-à-vis de la France. Donc, c'est des positions qui sont assez délicates, mais est-ce que on pourra obtenir du Mali des concessions qui pourraient amener, bien sûr, la France à changer de regard vis-à-vis des autorités maliennes? Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est carrément deux regards différents et deux méthodes différentes. Les autorités maliennes trempent leur politique dans les aspirations profondes du peuple malien, dans les attentes du peuple malien. C'est à partir de la volonté du peuple que les dirigeants, eux, essayent de mettre en place une politique et des programmes justement à conduire. Or, pour l'essentiel, dans l'ensemble de nos pays de la sous-région ouest africaine, notamment francophone, c'est plutôt en s'arc-boutant sur la France qui se trouve être dans une position avec un pouvoir tutélaire sur nos régimes que les politiques sont menées. Donc ça veut dire que c'est deux manières différentes de gouverner. Comment le président togolais arrivera-t-il à concilier les positions et à faire en sorte que les autorités maliennes puissent elles aussi céder sur certaines choses sans compromettre son alliance avec le peuple? Voilà toute la question. Le président togolais pourtant toujours effacé, vous l'aviez dit, il est le doyen des chefs d'État, mais est-ce que cette position peut l'arranger dans cette crise? Bon, effacé ne veut pas dire qu'il peut manquer aussi d'efficacité. Maintenant, c'est justement à l'épreuve qu'on verra quel est le génie qui sera en mesure de déployer pour pouvoir justement résoudre ce problème tout à fait épineux et extrêmement difficile et sérieux. Parce que, vous savez, les sanctions qui ont été infligées au Mali n'ont pas d'impact que sur le Mali aujourd'hui. Je pense qu'un pays comme le Sénégal est en train de subir de façon drastique les conséquences de cette fermeture de frontières et puis même de cette interruption en tout cas des échanges commerciaux, etc. avec le Mali. Ça veut dire que en fait le problème il est là. Il va falloir le résolver. Maintenant, est-ce que Faure Gnassingbé aura le génie nécessaire, aura la subtilité, la finesse, le discours qu'il faut de manière qu'il soit non seulement convaincant, mais surtout persuasif pour pouvoir atteindre un résultat donné? C'est à cela que, c'est à ce niveau justement qu'on l'attend pour voir de quoi il sera capable. Ouais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la position ou bien la médiation du président Faure peut plaire à la France dans la mesure où il y a des positions tranchées? Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Et à la limite, même, il s'expose. Je crois que c'est une position extrêmement audacieuse, suffisamment courageuse, parce que la tradition est là. Lorsque la France parle, aucun pays, en tout cas, de son espace colonial d'hier, ne peut véritablement parler. Donc, si le Togo a pris le risque d'opter pour la médiation, pour le dialogue, pour la conciliation avec les dirigeants maliens, alors que la France, dans sa position, est justement d'en finir avec les dirigeants, là, ça veut dire que le Togo se positionne également comme quelqu'un qui va enfreindre contre la vision de Mali, de la France.
Ce qui n'est pas à reprocher forcément, parce que l'aspiration profonde aujourd'hui de tous les peuples d'Afrique est de réussir à s'affranchir de ce pouvoir tutélaire de la France qui n'a que trop duré et dont les conséquences sur la vie du peuple sont énormes et très préjudiciables. Voyez-vous? Maintenant, est-ce que le Togo a en arrière-plan assuré ses arrières de manière que même si, de manière à pouvoir supporter le courroux de la France éventuellement? Dans tous les cas, tout dépendra du discours qui sera servi par le médiateur, donc le nouveau médiateur, désigné de façon unilatérale par le Mali, vis-à-vis donc de ses pairs et également de la France, pour que celle-ci n'ait pas le sentiment qu'il s'agit là d'une démarche de confrontation, d'une audace ou en tout cas d'une remise en cause de son pouvoir habituel sur nos États, mais une démarche qui consiste à rechercher le bien commun, en tout cas à sauver un peuple qui est en train de sombrer justement dans des difficultés assez sérieuses. Parlant de consensus, comment cela va se faire, Luc Abaki, puisque le Mali campe sur les 2 ans, la CEDEAO sur les 16 mois, le président va trouver justement un juste milieu? Moi, je crois qu'il y a quand même des caprices dans ce dossier. Parce que nous sommes dans un fétichisme des dates qui est en train de galvauder les raisons qui ont expliqué l'irruption des militaires à la tête de certains pays, en tout cas de la sous-région. Si il a été question de faire le coup d'État et donc d'envisager une transition, c'est sans doute parce qu'il y a des problèmes, des goulots d'étranglement, des difficultés dont j'ai fait état au départ, notamment liées à la malgouvernance et à un certain nombre de pratiques qui empêchent le vivre ensemble et la construction saine des États. Ça veut dire qu'en fait, le rôle de la CEDEAO devait être de regarder de près toutes les difficultés auxquelles fait face le Mali et même d'autres pays éventuellement de la sous-région qui ont aussi connu des coups d'État, de manière à trouver des solutions, à réfléchir à ces problèmes-là avant d'envisager la perspective d'organisation des élections, en tout cas de succession de ces régimes transitoires-là. Maintenant, nous sommes sur la base de quoi on décide tout simplement d'arrêter des dates sans avoir eu à réfléchir aux problèmes. Mais sur la base de quoi on organise des élections? Dans 16 mois, si le chronogramme n'est pas établi, si le diagnostic n'est pas posé, si les problèmes définis par la CEDEAO elle-même, à la suite de son enquête, de sa mission de 2018, après les élections législatives, qui ont connu beaucoup de problèmes au Mali, n'ont pas été résolus. Donc, cette position rigide qui consiste à dire les élections n'auront lieu que dans 16 mois, en tout cas tout ce que nous pouvons tolérer n'est pas raisonnable. Et c'est là où le président du Togo a le défi de raisonner ces chefs d'État-là et de les amener progressivement à tenir compte des enjeux qui se posent donc au peuple malien et auxquels il faut trouver des solutions idoines avant d'accompagner un processus éventuel d'organisation des élections dans ce pays. Alors, cette démarche des autorités maliennes prouve à suffisance que le Mali veut collaborer avec la CEDEAO. C'est aux antipodes de ce qui est raconté sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Moi, je fais même partie de ceux-là qui ont considéré qu'à partir de l'instant où la CEDEAO a affiché autant de mauvaise foi, autant de positions absconses et non explicables vis-à-vis du Mali, les Maliens se devaient de prendre leur destin en main et de chercher des solutions alternatives. Et bien entendu, parce que la CEDEAO, dans son ensemble, donne le sentiment qu'en réalité, ce qu'elle recherche au Mali n'est pas l'assainissement du champ politique malien, n'est pas le meilleur devenir de ce peuple, la réorganisation de la société malienne, mais plutôt la pérennisation des mêmes habitudes, en tout cas sous la coupole de la France, etc. Et dans ces conditions-là, j'ai considéré que, et autant que beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux, qu'il était opportun pour les dirigeants maliens d'envisager une nouvelle perspective et de chercher leurs solutions ailleurs. Mais si aujourd'hui le Mali se dispose à ce dialogue et fait même la démarche auprès d'un des dirigeants déterminants, en tout cas de cette CEDEAO-là,
Cela veut dire que la CEDEAO, le Mali a bien perçu des fissures au sein de cette communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamique unitaire. Il y a des difficultés parce que j'avais déjà mentionné qu'au moment où la CEDEAO s'était rendue incapable de lever les sanctions à la suite de la décision de la Cour de justice de l'UEMOA, qui doit avoir des difficultés parce qu'un chef de diplomatie d'un pays comme le Togo ne peut pas sortir à la place publique pour dire qu'eux, ils optent pour la levée des sanctions et pour le dialogue s'ils n'ont pas l'assurance d'un certain nombre de soutiens à l'interne. Donc, c'est vrai que les raisons d'unité du groupe fait que les gens ne parlent pas beaucoup, mais peut-être le Togo est en train de parler au nom de beaucoup d'autres chefs d'État dans cette communauté sous-régionale qui voudraient bien qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de l'ouverture et qu'il y ait la levée des sanctions contre le Mali, comme je l'ai dit, qui n'impacte pas que le Mali, mais aussi beaucoup de chefs de beaucoup de pays, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire tente de bomber le torse et de donner le sentiment que ils sont pas trop touchés elle n'est pas trop touchée par ces sanctions. Tout le monde sait, il suffit de suivre donc les informations et d'analyser la situation et d'évaluer le niveau des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas évident pour la Côte d'Ivoire non plus. Je vous repose la question, cette démarche prouve à suffisance également que le Mali ne peut pas vivre seul, contrairement à ce qui est raconté sur les réseaux sociaux. Non, c'est très clair qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui dans le monde qui peut avoir la prétention de pouvoir vivre seul. Non, mais maintenant, est-ce que entre vivre seul et être mal accompagné, le choix ne s'impose pas? Est-ce que vous voyez? Donc, si aujourd'hui les Maliens ont la preuve que la CEDEAO n'est pas autant braquée qu'on peut l'imaginer, ou du moins ce n'est pas le cas de tous les chefs d'État, ça veut dire que la démarche consiste alors à rallier le maximum de chefs d'État à la cause du Mali et donc d'obtenir des résultats palpables qui seront notamment la levée des sanctions contre ce pays-là. Voyez-vous? Donc, il est évident que ce serait prétentieux, maladroit et puis inintelligent pour un pays aujourd'hui d'envisager vivre en autarcie parce que le monde lui-même se planétarise et les échanges commerciaux deviennent des réalités. C'est pour ça que vous voyez que même les pays de la sous-région, en tout cas francophone, qui étaient très disciplinés vis-à-vis de la France, commencent justement à mouvoir vers d'autres partenaires. Parce que la situation l'impose et le besoin de multiplier des partenaires pour pouvoir faire des échanges commerciaux idoines et puis même jouer sur la géopolitique devient plus sérieux. Donc c'est clair qu'on ne peut pas se dire que le Mali, même en sortant de la CEDEAO, envisagerait vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez le secret de la diplomatie. Comment le chef de l'État togolais va faire son boulot? La position du Mali, les 2 ans, celle de la CEDEAO, les 16 mois, ou trouver un juste milieu, peut-être les 8 mois restants divisés par 2. Oui, mais honnêtement, 8 mois représentent quoi dans une gouvernance d'État pour qu'il y ait des problèmes autour justement de ce calendrier? Est-ce que vous voyez? Donc en réalité, le problème, en tout cas la solution qui doit être trouvée va résider dans le type de discours. C'est-à-dire les éléments qui vont meubler le raisonnement que le médiateur va tenir, aussi bien vis-à-vis des Maliens que vis-à-vis, si vous voulez, des chefs d'État de la sous-région. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit à cette étape de confrontation pour une question de 8 mois dans un contexte de gouvernance d'État. Donc on est bien sûr sur des principes tout court. Maintenant, il faut ramollir tout ça à partir des réalités que vivent le peuple malien, les citoyens maliens, et qui exigent donc une durée raisonnable d'une transition qui permettra alors d'extirper des méthodes de gouvernance de ce pays, tout ce qui constitue coulotte d'étranglement, difficulté à consolider la nation malienne et à faire en sorte que ce pays-là puisse asseoir les piliers de son développement et de son organisation sociale. Alors, au sommet crucial de l'UEMOA sur la crise malienne au Ghana, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet? Espérons qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de faire bouger les lignes. Parce que si le sommet, l'UEMOA, qui a sanctionné de façon arbitraire le Mali,
sans le besoin de se réunir à nouveau pour plancher sur la situation malienne, on suppose que c'est pour lever les sanctions. C'est pour étudier la possibilité de lever les sanctions. À partir de l'instant où les Maliens, les dirigeants maliens ont vraiment concédé, parce que à partir des assises nationales de la refondation, la marge était jusqu'à 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, si ces dirigeants-là sont revenus jusqu'à 24 mois, c'est sans doute parce qu'ils considèrent, voilà, ils considèrent toutes les objections qui sont faites, aussi bien par la sous-région qu'ailleurs. Donc, il ne sert plus à rien de rester irraisonnable devant cette situation qui ne punit pas, malheureusement, les dirigeants maliens, mais punit fondamentalement le peuple dans son ensemble. Donc, c'est ce qu'on peut attendre donc d'un tel sommet. Il ne faudrait pas qu'il soit un sommet de plus, mais un sommet avec des décisions claires et nettes qui concerne justement la levée des sanctions au Mali. La médiation du président Faure commence par porter ses fruits. On peut poser espérons. Moi, je crois. Vous savez qu'en fait, les Maliens n'ont fait que consacrer des démarches que le président togolais a eu à mener au départ, c'est-à-dire en sourdine d'abord, puis en faisant la démarche vers le président ivoirien. Donc, c'est dire que il n'a pas commencé aujourd'hui. Il fallait juste le revêtir du manteau de médiateur, tout simplement. Sinon, qui va donc légitimer l'action qu'il va mener en direction donc de ses pairs de la sous-région en vue de trouver une solution. Donc, si on commence à constater qu'il y a des lignes qui sont en train de bouger, on peut se dire qu'il y a eu des bonnes volontés qui ont compris qu'il ne sert à rien de porter un coup grave à ce principe sacro-saint de la solidarité qui doit caractériser donc cette communauté au nom des intérêts exogènes, en tout cas qui ne concernent pas en tout cas la vie du peuple de la communauté dans son ensemble. Donc on attend qu'il y ait des résultats parce que personne au plan, en tout cas aucun citoyen de la communauté sous-régionale qui est raisonnable ne comprend actuellement la position de la CEDEAO vis-à-vis du Mali. Luc Abaki, merci beaucoup à vous. Le Togo réussira-t-il sa médiation? On va attendre. Luc. Attendons de voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.